Nous poursuivons donc nos auditions avec Monsieur Antoine Debecco, qui est président de la Société de formation thérapeutique du Généraliste. Alors je vous rappelle, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que cette audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur le site internet et sur Public Sénat. Je vous demanderai aussi, puisque cette audition est publique et en application de l'article 1413-13 du Code de la santé publique, de nous indiquer si vous avez des liens avec des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits, et dans le même temps, si votre association, puisqu'il s'agit d'une association de votre société de formation, est financée ou a des liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques. Alors je n'ai moi-même aucun lien ou financement par l'industrie ou les laboratoires pharmaceutiques, et la société de formation thérapeutique du Généraliste n'en a pas non plus. Écoutez, c'est extraordinaire parce que vous tranchez par rapport à l'ensemble des sociétés savantes qui, la plupart, reçoivent une aide quelquefois infime, mais des laboratoires. Donc c'est quand même quelque chose d'assez original et qui mérite peut-être que vous nous en parliez. Alors, justement, je vais vous céder la parole pendant une dizaine de minutes, si vous le souhaitez, et puis ensuite, on vous posera des questions. Enfin, Madame la rapporteure vous posera des questions. Vous avez la parole, Monsieur Debecco. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité au titre de président de la Société pour la formation thérapeutique du Généraliste pour venir porter témoignage au sein de votre commission sénatoriale. Afin de parler ici de la formation professionnelle continue des médecins généralistes, je vous dirai quelques mots pour présenter la SFTG, une des sociétés scientifiques de médecine générale. Qu'est-ce que révèle aussi l'affaire du Mediator ? Le besoin d'une formation médicale continue indépendante, notamment pour les généralistes. Nous voulons témoigner que cela peut exister, mais nombreux ont été et sont les obstacles à son développement. L'histoire de la SFTG, les écueils qu'elle a su surmonter et les nuages qu'elle voit poindre à l'horizon légitiment notre inquiétude. La SFTG a été créée en 1977. Elle a pour objet la formation médicale continue et l'amélioration de la qualité des pratiques des professionnels, et ces actions s'appuient sur une charte dont les grands axes sont développer la compétence scientifique, humaine et sociale du médecin généraliste, renforcer le rôle d'acteur de santé publique du médecin généraliste, enseigner et former, fonctionner dans l'indépendance et la transparence. Et la SFTG fonctionne sur le principe de l'indépendance et de la transparence dans le respect de l'éthique, des droits et de l'intérêt du patient. Les rapports avec tous ses partenaires respectent ces exigences. Elle est indépendante de l'industrie des produits de santé pour son fonctionnement et dans ses interventions. Elle est indépendante de toute structure syndicale, universitaire ou commerciale. Et enfin, le dernier point de notre charte, dernier grand axe, c'est la pluridisciplinarité. En effet, recherche, formation continue, amélioration des pratiques en médecine générale ne peuvent, à notre sens, se concevoir qu'en lien étroit avec les autres disciplines scientifiques, humaines et sociales. Un des champs d'intervention principaux concerne la formation médicale continue. Son but essentiel est de former les médecins pour le bénéfice des patients et de la santé publique. Quelques mots sur le mode de fonctionnement pour vous éclairer comment il nous semble qu'on peut travailler. Il existe des groupes locaux de formation ou d'échange de pratiques, tant en province qu'en région parisienne, dans lesquels des médecins se retrouvent mensuellement pour travailler sur un sujet préparé par des membres généralistes du groupe ou pour réfléchir sur leurs pratiques. D'autre part, les médecins généralistes ou spécialistes d'organes sont invités à participer, dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle, à des séminaires de formation d'une ou de 2 journées. Ces formations sont un lieu d'échange et de partage d'informations. Il nous semble qu'une question centrale est celle de la qualité, de la validité et de l'indépendance des éléments apportés aux participants par les experts intervenants.
Nous nous attachons, en ce qui nous concerne, et je sais que d'autres structures le font également bien évidemment, à ce qu'ils soient des acteurs de terrain, experts médecins généralistes associés dans la même équipe d'intervenants à des experts spécialistes libéraux ou hospitaliers, parfois d'autres professionnels de santé ou du secteur social et parfois du champ des sciences humaines. Nous exigeons toujours des experts qui déclarent leur conflit d'intérêts. Les interventions sont discutées avec l'organisateur de la formation, membre de la SFTG, qui veille au respect des principes de notre charte. Nous avons organisé plusieurs colloques pour ouvrir des pistes de réflexion et nous avons eu l'honneur d'en tenir 2 dans l'enceinte du Sénat. Voici pour illustrer ce propos les titres de nos derniers colloques. Et il nous semble être quelque peu dans le sujet, ou en tout cas avoir déjà réfléchi à la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Le pivot du système de soins, l'indépendance de l'expertise médicale, la course à la DCI, dénomination commune internationale, à vos marques, prêt, partez, les états généraux de la formation médicale continue, construire une charte éthique de la FMC, l'information santé des patients, et le dernier était le médecin, le patient et l'environnement, quelles informations pour agir. Qui finance ces colloques? Ils sont financés sur fonds propres. Ah oui, vous y arrivez, mais comment se fait-il que les autres sociétés savantes n'arrivent pas, même pour un simple buffet, sont obligés de recourir à l'industrie pharmaceutique? Je ne sais pas si toutes les autres sociétés il y en a beaucoup, le font. Il y en a probablement beaucoup. Ce sont probablement des choix de positionnement. Vous êtes l'exception qui confirmerait la règle. Hein. J'en connais pas beaucoup qui se passent de l'industrie pharmaceutique. J'ai même entendu des experts me dire, mais s'il n'y avait pas l'industrie pharmaceutique, on pourrait jamais se rencontrer. Hein. Et vous y arrivez quand même sans l'industrie pharmaceutique. L'indépendance a un coût personnel, et puis on n'a pas de prétention d'être extrêmement nombreux, mais d'autres sont encore probablement plus rigoureux et appliqués dans leur façon de faire, comme la revue Prescrire que vous avez reçue largement. Bien sûr, on fait ce qu'on peut avec de faibles moyens et je ne comprends pas que votre exemple ne soit pas suivi, voyez-vous, parce que je pense que c'est quand même dans cette direction-là que nous devrions aller, hein, parce que ça permettrait peut-être de mettre en pratique tout ce que nous disons en ce qui concerne l'indépendance de l'expertise et des médecins. Nous espérons continuer de porter ce regard, et c'est probablement aussi quelque chose que nous tentons de fédérer avec nos partenaires avec lesquels nous avons signé le Collège de la médecine générale, qui tente de s'organiser autour de ces principes, enfin des principes qui seront communs aux différentes structures, mais qui sont sensibles à cette question. Sinon, on n'arrivera pas à faire des choses ensemble, ou en tout cas, ce sera difficile. Très bien. Poursuivez. Donc, à propos de ces colloques, à travers les titres de ces colloques transparaissait à la fois l'intérêt de la SFTG pour le respect des patients, la passion de la santé publique et la passion de l'indépendance. Nous proposons toujours à nos participants et à notre public de faire une lecture critique des informations disponibles. Cette lecture critique s'apprend, outil indispensable pour les médecins, tant sont nombreux les informations qu'ils reçoivent, mais la lecture critique est également nécessaire à acquérir par les patients dans ce monde de communication multiple. Les jeunes générations d'étudiants y ont accès par quelques formations dès la faculté de médecine, depuis bien trop peu de temps dans le cadre de la formation médicale initiale. Ce n'est sans doute pas par la visite médicale, la publicité ou la presse médicale, et j'exclus là bien évidemment la revue Prescrire de mon propos, que ce sens de la lecture critique est favorisé. Chez eux, il est extrêmement développé, et c'est une lecture difficile qui demande aux médecins et aux autres professionnels et aux patients qui la lisent un effort, mais ça éveille l'esprit et ça nécessite d'y prêter attention. La SFTG travaille depuis plusieurs années sur l'aide que l'informatique peut apporter au suivi des patients et à la stratégie thérapeutique. Ces travaux ont été menés exclusivement avec de l'argent public, obtenu en répondant à des appels d'offres de recherche, il y en a. Ces travaux ont donné lieu à des rapports et à des publications. La SFTG, enfin, en partenariat avec la Haute Autorité de Santé, a piloté l'élaboration de recommandations pour l'hygiène au cabinet médical et pour la prise en charge de patients souffrant d'insomnie en médecine générale. Il y a eu 3 recommandations en tout qui ont été faites par des sociétés de médecine générale, et on a eu le plaisir et
la nécessité aussi de travailler à l'élaboration de deux avec la Haute Autorité de Santé. Enfin, comme je vous le disais, nous sommes fortement impliqués dans le Congrès national annuel de médecine générale et dans le Collège de médecine générale créé en 2010. Voilà en quelques mots une présentation de la Société de médecine générale que je représente et au nom de laquelle je viens répondre à vos questions. Merci, Madame la rapporteure. J'ai d'autres questions relatifs à la question, au dossier du Mediator, et puis quelques questions concernant l'évaluation et le contrôle du médicament. Comment appréciez-vous les informations qui étaient à la disposition des médecins généralistes prescripteurs pour connaître la nature du Mediator, et notamment son caractère anorexigène? Est-ce que vous pensez que la formation reçue permet-elle, selon vous, d'opérer le rapprochement entre Benfluorex et anorexigène? Et puis, comment appréciez-vous les prescriptions du Mediator hors AML? Est-ce qu'elles ont été fréquentes? Et est-ce qu'elles se justifiaient au regard de la situation des patients? Enfin, dernière question, il nous a été signalé que ce sont les spécialistes, plus que les généralistes, qui ont signalé les effets indésirables du Mediator, avec tout ce que ce mot comporte par rapport à la notion de médicament. Dans quelle mesure les médecins généralistes pouvaient-ils connaître et signaler les effets indésirables, notamment dus à une prise du Mediator qui n'était pas adéquate par rapport à son rendu sur le marché? Merci. Merci, Madame. Alors, concernant la première question, il me semble d'une part que on peut dire déjà que la formation en faculté sur la pharmacologie est extrêmement pauvre, que le concept, en tout cas à mon époque, très certainement, et les médecins en exercice sont pas extrêmement jeunes, un autre souci. Le concept de bénéfice-risque des médicaments y est peu enseigné, ou y était peu enseigné. Et puis, une autre difficulté, certainement, est que les médicaments sont connus sous leur nom de marque et pas sous leur nom de dénomination commune internationale. Probablement, les médecins généralistes qui ont une attention particulière pour la thérapeutique, notamment en DCI, ont dû être sensibles, ou ont pu être sensibles au nom Benfluorex, mais peut-être pas au nom Mediator, qui n'éveille pas l'attention de la même façon, mais c'est vrai pour des quantités de médicaments. La revue Prescrire que vous avez reçue ici développe une rubrique sur les suffixes qui est effectivement segment clé qui met en éveil les sens, mais tout le monde ne lit pas cette revue, et puis encore une fois c'est difficile d'en tout retenir. Et puis en plus, je pense que tout le monde ne lit pas les mêmes messages, ou ne reçoit pas les mêmes messages. Ne reçoit pas les mêmes messages. Je suis pas absolument certain que la visite médicale du laboratoire Servier expliquait que le Mediator était anorexigène, mais ne recevant pas la visite médicale, je ne peux pas dire ce Vous ne recevez pas la visite médicale, mais alors comment faites-vous? Évidemment, non, monsieur. Comment vous informez-vous alors? On vient de nous dire tout à l'heure que c'était absolument indispensable que les laboratoires fassent une information sur leurs médicaments. Vous passez de cette information? Alors d'abord, je ne sais pas si c'est une information. En tout cas, c'est certainement pas une formation. Oui. Peut-être qu'on peut dire que ça s'apparente plus à du portage peut-être de la publicité. Moi, je pense que le peut-être est excessif. Hein. Oui. Vous pouvez le supprimer, je pense. Bon, je vais le supprimer, oui, ça ne me pose pas de grands problèmes. Voilà. Mais alors, s'il s'agit d'un médicament nouveau qui vient de sortir, est-ce que véritablement, dans mon exercice de médecin généraliste, j'en ai besoin immédiatement? Il y a quelques maladies orphelines pour lesquelles on a besoin d'un médicament qui vient d'apparaître sur le marché. Et il y a peut-être, je ne vais pas dire urgence, mais nécessité à le connaître rapidement.
Je pense que des revues, je ne vais pas citer encore une fois la revue Prescrire, mais elle risque de revenir souvent dans ma bouche. C'est quand même une revue de référence, et en plus nous avons le plaisir de travailler de temps en temps avec eux en bon entendement et en respect mutuel. Probablement la revue Prescrire, on va en parler relativement rapidement. Je vais tenter de m'informer de cette façon-là. Si c'est pour me faire un rappel sur un certain nombre de produits que j'utilise déjà, bon, ma foi, j'ai d'autres façons de me rappeler aux nécessités de la connaissance. Je peux m'en passer, ça n'est pas totalement indispensable. Est-ce que vous recevez le quotidien du médecin? Oui, évidemment, je reçois le quotidien du médecin, je n'y suis pas abonné. Et vous le recevez quand même? Oui, mais je suis comme quantité de médecins, vous le savez, Monsieur le Président. Comme je pense d'autres professionnels de la santé, je reçois le quotidien du médecin, je reçois Impact médecin, je reçois, je ne sais plus, le panorama du médecin. Oui. Alors, je vais vous avouer que je les lis éminemment en diagonale, mais je les lis en tant que président de société, parce que j'ai besoin d'y apercevoir les lignes de force qui sont développées. Mais je ne les lis pas pour l'information médicale qu'ils viennent m'apporter. Oui, je comprends. Mais vous les recevez de façon permanente, quoi. Je veux dire. Je suis installé depuis 26 ans. Et depuis 26 ans, je n'ai pas le souvenir de ne m'être jamais abonné. Oui, et vous le recevez depuis 26 ans. Depuis 26 ans. Alors c'est contradictoire avec ce que nous déclarait Monsieur Kouchner. Monsieur Kouchner disait qu'il procédait à des abonnements, enfin à des services, des abonnements tournants. C'est-à-dire que dans sa bouche, il était absolument imprévisible que des médecins comme vous reçoivent sans discontinuer depuis 23 ans le quotidien du médecin, quoi. Parce que si j'ai bien compris ce qu'il a dit, vous auriez dû le recevoir pendant 3 mois, puis faute de vous abonner, il renonce à vous l'adresser. Je ne suis pas dans les arcanes de leur système de diffusion. J'essaye de m'informer, si vous voulez. Peut-être que je suis persona grata, mais j'ai pas toujours été président de quelque chose. Non, mais vous savez. Je le reçois pas. Peut-être qu'il y a des trous de temps en temps, mais pas des trous continus. Oui. Il peut arriver que certains jours je ne le reçoive pas, mais je crois pouvoir dire que dans une semaine je le reçois parfois tous les jours, parfois quelques jours de la semaine, mais il n'y a pas de période prolongée pendant laquelle je ne le reçois pas. Il ne me semble pas en tout cas pouvoir faire cette affirmation. Bon, est-ce que vous avez répondu aux questions de Madame si je puis me permettre. Désolé. Sur l'historique de il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, j'étais simplement pour l'instant juste sur l'historique de la SFTG, sur notre histoire. Et je n'en étais pas au tout début, mais les plus anciens de la SFTG avaient commencé à se réunir avec des pharmacologues de la Pitié-Salpêtrière, ceux qui ont créé le BIAM, Banque d'informatisés je bug, j'arrête, je sais plus le nom exact du BIAM. Et s'étaient réunis avec des pharmacologues de Pitié-Salpêtrière, et recevaient ensemble les visiteurs médicaux. C'était il y a un peu plus d'une trentaine d'années. C'était un mode de formation tellement habituel qu'ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut tenter de comprendre et d'argumenter ce qu'ils viennent nous apporter? Et donc, ils les recevaient collectivement, plusieurs médecins, des pharmacologues et plusieurs visiteurs médicaux. Et ils ont essayé de voir s'il y avait quelque chose à en tirer. Et puis, ils ont fait le choix de dire qu'il fallait se former autrement, et ils ont arrêté ce mode de formation. Voilà. Mais sans une formation pharmacologique correcte, on est quand même dans un rapport qui n'est pas très favorable à la capacité de compréhension et de discrimination du médecin. Donc, pour moi, non, la visite médicale n'est pas indispensable. Alors, pour ce qui est de la prescription hors AMM, probablement la prescription hors AMM peut trouver sa place pour certaines prescriptions particulières. Mais pour un anorexigène, j'en doute. Les anorexigènes ne résolvent pas le problème de l'obésité, qui est un problème extrêmement difficile, extrêmement douloureux, qui prend une place importante dans la société pour des gens qui sont probablement relativement rejetés et pour lesquels on n'a pas beaucoup de solutions. Mais certainement pas celle-ci. Évidemment,
j'ai tenté de relire un tout petit peu. Il me semble qu'en 1979, dans le dictionnaire Vidal, apparaissait dans les intitulés pour ce médicament hyperlipidémie, hypertriglycéridémie, diabète, et puis en 2009, ça devient adjuvant du régime adapté chez le patient diabétique. Adjuvant du régime adapté. Si je devais relire ça dans le Vidal, peut-être que je serais plus prudent sur l'utilisation de ce médicament. Mais en même temps, c'est extrêmement tentant. Des médicaments qui font maigrir dans le diabète, il n'y en a pas beaucoup. Une des grandes difficultés chez le patient diabétique, c'est qu'il prend du poids au fur et à mesure de sa pathologie extrêmement souvent, et que si on en est à introduire l'insuline, il va prendre encore du poids. On est bien tenté quand même de lui donner un médicament qui fait maigrir. Alors si on fait miroiter des choses comme ça, peut-être il va y avoir message reçu, message à difficulté. Alors pour savoir qui prescrivait au AMM, je crois que c'est la CNAM qui pourra en connaître la fréquence. Moi, je n'en sais pas la fréquence. Je dirais que les médecins généralistes sont en permanence soumis à des demandes discutables. Il faut savoir dire non, mais savoir dire non, c'est quelque chose qu'on essaye dans certaines formations d'enseigner. Savoir dire non, ça prend toute une consultation. Faire un clic de souris ou prendre son stylo pour écrire un médicament sur une ordonnance, ça prend 15 secondes. C'est pas très facile. Je vais pas me faire l'avocat des médecins dans leurs prescriptions, mais quand même, le jeu est faussé et c'est pas extrêmement simple. Et puis, il me semble que les médecins généralistes sont souvent amenés à reprendre la prescription qui a été initiée par un spécialiste. C'est extrêmement difficile d'être dans un refus de renouvellement. Les patients ne comprennent pas toujours ce qui se passe entre les médecins et le temps de la consultation n'est pas là pour transformer en champ de bataille un différend entre deux consultants. Et c'est pas sans conséquences psychologiques. Et quand même, les spécialistes ont une aura dans le public qui est quand même plus importante que les généralistes. Et enfin, qui sont des spécialistes. Nous sommes des spécialistes, mais nous ne sommes pas des spécialistes d'organes. Nous sommes des médecins spécialistes en médecine générale, et nous sommes heureux de l'être. Les traitements sont souvent aussi institués en sortie d'hospitalisation. Beaucoup de traitements, je ne dis pas particulièrement pour le Mediator, mais je dis que beaucoup de traitements sont institués en sortie d'hospitalisation. Et ils sont souvent institués sans qu'on ait encore reçu le compte-rendu d'hospitalisation, et habituellement avec les médicaments qui sont disponibles à la pharmacie de l'hôpital. Ils ne sont pas en dénomination commune internationale, ils ne sont pas forcément le moins cher, ils font l'objet de marchés sur lesquels je n'ai pas de compétences pour répondre, mais qui ne nous mettent pas non plus, nous médecins généralistes, dans une position extrêmement facile. Lorsqu'un patient arrive à notre consultation ou lorsque nous allons le voir à domicile et qu'il a une ordonnance de sortie de l'hôpital, dire de but en blanc je vous enlève ceci, je vous enlève cela, n'est pas une situation extrêmement simple. Voilà. Alors, vous m'avez interpellé aussi sur le fait que ce sont plutôt les spécialistes qui ont signalé les effets indésirables. Il me semble que, évidemment, c'est le cardiologue qui concentre les échographies qui va trouver des caractères spécifiques, et qu'il y a un biais d'observation dans cela. Et c'est un biais d'observation positif pour le spécialiste, concernant les cas, et plus encore pour les chirurgiens cardiaques, quand il va avoir une valve qui a un aspect bizarre, et qui n'est pas une valve habituelle de valvulopathie, peut-être qu'il peut commencer à lancer une étude. Le diagnostic échographique d'insuffisance valvulaire et son aspect typique qui permettrait de le différencier d'une valvulopathie par Mediator, ou d'une valvulopathie rhumatismale, ou d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un diagnostic de spécialiste. Diagnostic du médecin généraliste, c'est d'entendre un souffle cardiaque, de voir qu'un patient est dyspnéique, essoufflé, de suspecter un trouble, de se dire qu'il y a une valvulopathie, de l'envoyer au spécialiste. Alors peut-être, probablement, un certain nombre de généralistes ont fait la déclaration sur les indications du cardiologue, sachant qu'en effet, pour les uns et pour les autres, la déclaration d'effets indésirables est obligatoire. Mais
Une des difficultés aussi est qu'elle est bénévole, et probablement pour ces diverses actions de santé publique, il faudrait trouver des modes d'indemnisation des médecins, constituer des réseaux de pharmacovigilance, former les médecins généralistes afin qu'ils puissent déclarer les effets secondaires. On n'est pas très formé à la déclaration des effets secondaires. Avoir des médecins surveillant les molécules qui sortent, qui soient proactifs sur ces questions. Probablement des médecins non rémunérés qui manquent de temps, qui sont quand même quelque peu la tête dans le guidon, et la formation les aide à ne pas être la tête dans le guidon probablement. Ça ne va pas faciliter ce type de déclaration. Est-ce que, encore deux questions, est-ce que vous pensez que la loi de 93 a été efficace, et comment assurer une plus grande indépendance? La loi dite anti-cadeau. Voilà. Et comment assurer une plus grande indépendance de la formation médicale continue vis-à-vis des firmes pharmaceutiques? Et deuxième question aussi dans l'ordre de la prospective, est-ce que vous participez aux assises du médicament? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant que président de la Société de formation thérapeutique du généraliste, pour le généraliste, mais bien évidemment pour notre système de santé et pour le patient? Car on voit qu'il est important aujourd'hui, vis-à-vis du médicament, vis-à-vis du pharmacien, vis-à-vis du médecin, vis-à-vis du spécialiste, d'essayer de réorganiser quand même une confiance par rapport à ce qu'a reçu le citoyen. Oui. Et avec la liste des 77 médicaments publiés qui a mis la panique. Pour certains, ça a mis la panique. Nos patients sont venus notamment avec le Levothyrox. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec des médicaments très utiles et avec des patients très inquiets, ce qui est normal, et pour lesquels c'est pas toujours facile de répondre. Il me semble savoir que la loi anti-cadeau a diminué un peu les abus, je crois savoir, qu'il n'y a plus de pot de départ à la retraite quand un médecin s'en va, qui sont intitulés actions de formation, qu'il y a plus qu'il y a moins ou qu'il y a plus de séminaires couplés avec, je sais pas, des voyages en mer Rouge pour faire de la plongée, enfin des choses comme ça. Je crois que ces choses-là existaient, mais je pratique pas, Monsieur le Président. Je ne sais pas décrire ce que je ne pratique pas. Oui. Enfin, moi j'ai des exemples, si vous voulez, bon, on en reparlera, mais je crois que tout le monde le sait qu'il y en a malheureusement. Qui viennent contredire ce que vous indiquez, mais enfin, ça n'est pas le lieu. Il y en a toujours peut-être. Je ne suis pas sur ce terrain-là. Quand on passe déjà un certain temps dans un certain nombre de lieux, on n'a pas le temps d'aller dans les autres. Non, je veux dire par là que tous les colloques, comme le vôtre, n'ont pas lieu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, voyez-vous. C'est tout, hein. Bien sûr. On peut faire des colloques à Florence, sans aller jusque dans la mer Rouge, hein. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, pour ce qui nous concerne, pour ce qui est de la SFTG, nous n'avons pas de financement de l'industrie. Nos groupes locaux s'autofinancent. La formation continue est financée dans le cadre de l'organisme de gestion conventionnelle dans une formation conventionnelle. Elle est d'ailleurs en mouvement actuellement, mais on espère bien qu'elle va le perdurer. Alors, le prix de l'indépendance, c'est aussi une grande insécurité quand il y a des crises conventionnelles. Dans les périodes où il n'y a plus de convention, poursuivre la formation continue, c'est pas extrêmement simple. Alors, certes, on peut s'interroger ou on peut se dire que la sécurité sociale aussi a des orientations et qu'elles sont aussi avec des orientations économiques et que c'est une autre contrainte. Mais pour l'instant, dans le cadre conventionnel et dans le cadre de discussions bipartites, sécurité sociale et représentants de la profession, il y a moyen de réfléchir et de discuter sur les thèmes de formation qui vont être développés. C'est probablement mieux que d'avoir quelque chose qui vous est proposé et payé par quelqu'un qui a un intérêt immédiat à ce que ça soit en place. Il y a une deuxième question concernant les assises du médicament. Alors, concernant les assises du médicament, oui. La SFTG ne participe pas aux assises du médicament. Parce que vous n'y avez pas été invité. D'abord parce que nous n'y avons pas été invités. D'autre part, ce n'est probablement pas vraiment possible sur le plan pratique.
en raison notamment de l'indépendance d'indemnisation des participants. À titre d'exemple, la représentante de la SFTG qui participe à la commission ministérielle de suivi du médiateur à la demande de la DGS prend forcément sur son temps et de travail, et on n'en a pas tant que ça, et de congés ou d'autres réunions, et en l'absence de financement. Et elle n'est pas rémunérée. Elle n'est pas rémunérée. La notion du temps aussi est une question quand même probablement extrêmement importante, parce que personne n'est sans savoir que la démographie médicale est en difficulté, et je ne sais pas bien comment on va faire, mais on va certainement pas abandonner ce qui nous est important, pas non plus nos consultations, mais aller à des réunions multiples qui sont sur des temps complètement différents de ceux des médecins. C'est pas très simple, en tout cas pour ce qui est de très nombreux médecins, et probablement y compris d'ailleurs des soirées de laboratoire. Ce sont des soirées, c'est ou le soir, ou pendant le temps du repas. Un de nos groupes locaux se réunit le matin à 7h30, pendant 2 heures, et ensuite les médecins vont à leur cabinet. 7h30 pour se retrouver sur place, pour se réunir, c'est pas mal. Moi, je vais à des réunions qui sont entre midi et demi et 2h30, et je retourne à mon cabinet après. Et puis, nombre de réunions sont le soir. C'est des choix, c'est des démarches, et puis c'est extrêmement enrichissant, et puis c'est une extraordinaire façon de nous permettre de nous retrouver. C'est un métier très solitaire, le métier de médecin généraliste. On parle du colloque singulier, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais en tout cas c'est un métier très solitaire. Et se retrouver avec d'autres, travailler sur sa pratique, se rendre compte que ce que l'on fait ressemble à ce que font les autres, qu'on a les mêmes difficultés, et les confronter pour essayer d'avancer un peu dans notre connaissance, c'est extrêmement nécessaire pour pas être dans un épuisement professionnel. Je crois savoir que le taux de suicide dans la profession médicale est extrêmement élevé. Oui, je crois qu'il est extrêmement élevé. Il faut trouver des chiffres, mais il est extrêmement élevé. C'est un métier isolé, puis c'est un métier difficile, puis c'est un métier de décision toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, dont certaines ont des conséquences importantes. Donc, enfin, il semble que les jeunes médecins soient de plus en plus attirés par l'exercice en groupe. Les jeunes médecins sont, à juste titre, et puis probablement les réponses sanitaires seront de cet ordre-là, de plus en plus attirés par l'exercice en groupe. Une difficulté actuelle, c'est qu'ils sont peu attirés par l'exercice en s'installant. Oui. Ils vont beaucoup encore dans des possibilités hospitalières, je parle pour les jeunes médecins généralistes, soit dans les services de gérontologie, gériatrie, soit dans les services d'urgence, dans lesquels il y a des nécessités également. Et puis ils sont pendant extrêmement longtemps remplaçants. Ce qui pose aussi des difficultés. Mais ils vont vers l'exercice en groupe, et puis on voit bien que l'organisation se fait par là. Alors pour ce qu'on pourrait espérer des assises du médicament, on y avait réfléchi, et j'avais listé quelques points. On pourrait en espérer des moyens pour une formation médicale continue, indépendante, et une réelle mise en œuvre de l'obligation, car l'obligation de formation est encore... elle n'existe pas. Hein. Elle est en train de se mettre en place avec le futur développement professionnel. Ça fait 14 ans. Ça fait longtemps qu'on attend. Mais en même temps, là aussi, il faudra trouver du temps, il faudra trouver des finances. Et donc, c'est pas très simple. Et si c'est le prix de la formation continue pour tout le monde, c'est moins de formation pour ceux qui se formaient régulièrement. Moins d'écoute pour les patients. C'est aussi moins d'écoute. Enfin, tout ça est difficile. Il faut trouver une articulation, mais il faut que les médecins continuent de se former. Alors, on avait également imaginé que dans les choses qu'on pourrait en attendre, la formation médicale initiale en dénomination commune internationale, la possibilité de prescrire en dénomination commune internationale dans les outils informatiques, pour l'instant, il n'y a pas à ma connaissance, à moins de bricoleurs de génie, il n'y a pas de prescriptions qui se font directement en dénomination commune internationale. On a des noms qui sont... Avec les logiciels, vous n'avez pas cette possibilité. Si je mets, on va prendre un exemple simple, je peux donner des noms si vous m'y autorisez. Allons-y. Si je mets amoxicilline, et non pas clamoxyl, si je mets amoxicilline, il y en a une liste considérable qui sont tous les génériqués. C'est pas ce que j'appelle prescrire en dénomination commune internationale. Après, on peut bidouiller sur son logiciel. Il y a des logiciels qui permettent de le faire et de le faire apparaître tel que, mais c'est pas la règle. C'est pas donc la forme la plus facile. C'est pas ce qui s'impose, et c'est pas ce qui nous permet donc d'avoir une clarté de lecture par rapport à ça. Il
il faudrait mettre en place, avoir la possibilité que ces assises facilitent ou pensent à l'idée d'un réseau de pharmacovigilance, une banque de données de médicaments indépendante de l'industrie, un dispositif de pharmacovigilance active basé sur les médecins généralistes, des formations pour apprendre à dire non, s'appuyer sur les sciences, et puis enfin s'appuyer sur les sciences sociales pour former les médecins. Ça reste une place très légère et peut-être on saurait faire d'autres choses dans le dialogue qu'on a à avoir avec nos patients. Merci. Avez-vous des questions, mes chers collègues? Pas de questions, alors je vais donc... non, je vais vous poser des questions à mon tour. Hein. Ah ben oui, bien entendu. Hein. Recevez-vous les délégués vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous ne receviez pas les visiteurs médicaux. Recevez-vous les dames, les délégués de l'assurance maladie? Non, je ne les reçois pas. Vous ne les recevez pas non plus? Non, non donc, plus. vous ne faites pas de... Oui, vous êtes neutre, quoi. Hein. Je tente. Ni les uns, ni les autres. Bon. Je ne suis pas certain en plus qu'ils soient formés à la pratique médicale. Les délégués là, ce ne sont pas des médecins, hein. Je ne pense pas qu'ils soient formés à la pratique médicale, comme les visiteurs médicaux. Comme les visiteurs médicaux. Ceux qui qui sont susceptibles, puisque bon, c'est pas votre cas, mais enfin ceux qui rencontrent les médecins, en général, ne sont pas eux-mêmes médecins. Hein. Ce sont des professionnels qui sont formés à la communication, oui, c'est ça, oui. Et qui font très bien, mais qui font de la promotion. Hein. C'est leur métier. C'est leur métier. Absolument. Je les respecte d'ailleurs pour leur métier. Oui. Alors là, vous venez de dire que vous demandiez une banque de données indépendante de l'industrie pharmaceutique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'en existe pas. Hein. Bon. Alors justement, nous avons eu l'occasion d'en parler avec monsieur le directeur de l'assurance maladie quand nous l'avons auditionné, puisque vous le savez peut-être pas, mais il existe une banque de données qui s'appelle Thésaurimed. Hein. Oui. Thésaurimed, mais je me suis renseigné auprès d'un certain nombre de nos collègues, hein, mais cette banque, quand elle est connue, ne semble pas utilisée par les généralistes. Hein. Quand elle est connue, hein, parce que souvent elle n'est pas connue, et on a, me semble-t-il, là l'exemple d'une banque de données qui a été élaborée à partir de la banque de données Teriac, hein, oui, et qui me semble répondre à ces critères, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de l'industrie pharmaceutique. Et cependant, elle n'est pas utilisée, pourriez-vous me dire, si vous le pouvez, hein, pour quelle raison, et si banque indépendante il faut créer, comment peut-on s'y prendre et sur quelle base doit-on la créer, oui? Je n'ai pas compétence pour répondre. Ce que je peux dire, ce que je pourrais dire, c'est qu'une des difficultés qu'on rencontrera probablement, par contre, ça sera d'arriver à la faire mettre en place. On travaille quand même de plus en plus avec des logiciels médicaux informatisés. Une des difficultés sera de la mettre en place dans ces logiciels et de permettre de prescrire avec. On a marché sur la tête au début. On a créé autant de logiciels que qui voulait. Comme dans beaucoup de domaines. Communiquer entre nous, se donner des informations, avoir un langage commun pour dire les mêmes choses, arriver à tirer des indicateurs des dossiers médicaux quand ils ne sont pas structurés de façon identique, c'est pas quelque chose de facile. Il en est probablement de même lorsqu'on veut utiliser et mettre à l'intérieur une banque de données médicamenteuse. Il y a des travaux à faire là-dessus. Certains y travaillent, notamment au sein de la SFTG. Il y a un travail qui est en cours, qui a été d'une part au départ fait pour permettre de mettre dans déjà plusieurs logiciels médicaux des tableaux de bord de suivi qui permettaient d'avoir un suivi des patients qui ont des pathologies chroniques et d'avoir des choses à ne pas oublier de faire qui apparaissent de façon facilitée pour pouvoir consacrer plus de temps à la consultation qui se déroule.
permettre ensuite qu'on trouve des langages communs entre les différents logiciels médicaux. C'est un autre travail qui est en cours, qui est d'ailleurs pour l'instant en début de développement entre la société SFTG et la Haute Autorité de Santé. Il y aura probablement des difficultés aussi comme ça pour arriver à mettre en commun un logiciel de prescription médicamenteuse dans le plus grand nombre, et voir si possible, s'il était véritablement indépendant, dans tous les logiciels médicaux. Mais on en est loin aujourd'hui, parce que les éditeurs de logiciels n'ont pas forcément l'intérêt à changer ce qu'ils utilisent actuellement, et pour lequel ils ont peut-être des liens, des conflits, je ne sais. Vous utilisez, vous, un logiciel d'aide à la prescription? J'utilise un logiciel d'aide à la prescription, oui. Et il n'y en a qu'un seul qui est... il n'y en a qu'un seul qui est agréé par l'HAS. Ce qui, d'ailleurs, est assez étonnant, hein, puisqu'il y a maintenant 6 ans que la HAS s'en occupe. Ou c'est difficile, ou alors elle n'a pas les moyens qui permettent d'aller vite, quoi. Alors... personnellement, j'utilise ce logiciel-là. Alors, à ma grande honte, ce n'est pas celui qui a été développé au départ par la SFTG, mais ces deux logiciels sont actuellement en lien et on travaille actuellement ensemble pour justement permettre la mise en commun du fameux tableau de bord de suivi dont je vous parlais, et pour travailler sur ces liens. Parce que, alors, au sein du Collège de la médecine générale, nous réfléchissons ensemble à ces questions. Elles nous paraissent des questions importantes et on essaye de les développer. Il y a des gens dans chaque structure qui réfléchissent pour que ça avance. Très bien. Bon, écoutez, je m'aperçois que le temps qui nous était imparti est écoulé. Donc, si plus personne n'a de questions à vous poser, je vous remercie de nous avoir consacré ces quelques instants. Et nous avons effectivement appris beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup.